Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes très heureux de vous réunir pour vous présenter notre nouvelle étude inédite, Transition vers le véhicule électrique, quels impacts pour l'assurance? Et je passe la parole à Stéphane Penet, directeur général adjoint de la Fédération, qui va lancer cette présentation. Merci Cécile, bonjour à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors effectivement, dans cette matinée, nous allons vous présenter les principales conclusions de travaux qui ont été menés par la profession sur le thème quel impact l'électrification du parc de véhicules peut-il avoir sur l'assurance automobile? Alors, je ne serai pas seul pour faire cette présentation. M'accompagneront notamment Xavier Oran, délégué général de Mobiliance, que je remercie d'être venu ce matin. Il viendra témoigner de l'importance des sujets que nous allons traiter pour les professionnels de l'automobile, notamment pour les professionnels de la réparation automobile. M'accompagnera également Rodolphe Pouvreau. Rodolphe est directeur de SRA, sécurité et réparation automobile. SRA est un organisme professionnel qui apporte à l'ensemble de la profession de l'assurance son expertise sur l'accidentologie des véhicules et sur les sinistres automobiles matériels. SRA a d'ailleurs contribué à l'étude dont nous allons vous présenter les conclusions ce matin. Et enfin, Paul Esmin, directeur général de France Assureur, viendra conclure cette présentation. Successivement, nous évoquerons 3 thèmes dans cette présentation. D'abord, peut-on aujourd'hui retenir un scénario de la transformation du parc automobile? On verra que ça n'est pas si facile que ça, mais nous essaierons de trouver les enjeux qui aujourd'hui transforment et les leviers qui transforment et d'essayer de se projeter dans les prochaines années et les prochaines décennies. Dans un deuxième temps, nous vous présenterons les impacts que d'ores et déjà, aujourd'hui, nous pouvons constater dans les chiffres de l'impact de l'électrification du parc sur l'assurance automobile. Et enfin, en fin de présentation, Paul viendra présenter les propositions que fait la profession dans le but de faire en sorte que pendant cette transition et à l'issue de cette transition, eh bien, les automobilistes continuent de bénéficier d'une assurance compétitive, accessible, ce qui est évidemment un objectif pour la Fédération France Assureur. Voilà pour le programme, mais avant tout cela, je cède la parole à Florence Lussmann, présidente de France Assureur, qui nous a fait l'honneur et le plaisir de bien vouloir introduire cette matinée. Florence. Merci Stéphane et surtout bonjour à tous. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle masterclass. Moi, je vois une grande continuité dans la série des masterclass auxquelles nous vous invitons régulièrement. Donc, rappelez-vous, on a commencé par l'étude climat et puis on a décliné sur un volet des conséquences du réchauffement climatique avec le risque de RGA qui est lié donc à la présence de sols argileux très nombreux dans notre pays. On vous a également invité à Learning Expedition en bon français à Vernon, hein, pas tout du monde, mais à Vernon, pour des essais-feux sur les batteries. Parce que eh bien, les batteries, ça prend feu et évidemment, c'est un risque qui modifie notre perception du risque incendie. Donc, un risque dont on aurait pu se dire, le risque incendie, c'est un risque très classique, très ancien. Donc, finalement, après toutes ces décennies, on a fait le tour. Eh bien, en fait, pas du tout. On voit qu'il y a des nouvelles technologies, l'innovation qui a également des impacts donc, sur la nature de ces risques. Aujourd'hui, donc, on va parler véhicules électriques. Véhicules électriques, eh bien, ça s'inscrit dans la droite ligne de nos réflexions et surtout de notre engagement sur tous les sujets de durabilité et de transition énergétique et écologique. Vous le savez, nous sommes aux côtés de nos assurés, bien sûr, mais
en première ligne, aux premières loges du réchauffement climatique. Nous voyons ces conséquences très, très délétères pour les populations, pour les biens également. Donc, nous sommes des acteurs très, très engagés sur ces sujets. Donc, bien entendu, nous soutenons le développement du véhicule électrique. Mais force est de constater que le véhicule électrique, il a des comportements par rapport à l'accidentologie qui ne sont pas exactement les mêmes en termes de conséquences que les véhicules thermiques. Et là, c'est notre méthode, je dirais, habituelle. Donc, on s'est dit, il y a un risque qui est en train d'évoluer. Donc, on va l'étudier scientifiquement, comme on l'a fait pour l'étude climat. On va essayer de le projeter. Et puis, sans dévoiler complètement, parce qu'on voit bien que ça modifie, les conditions de l'assurance pour ce type de véhicule, si on pense qu'il peut y avoir des conséquences importantes pour nos clients, pour les assurés, c'est-à-dire pour quand même tous ceux qui ont une voiture, on va essayer de proposer des solutions. Donc, c'est vraiment cette démarche générale de connaissance des risques, d'éclairage de l'avenir, d'anticipation pour essayer de régler aujourd'hui des questions qui ne manqueront pas de se poser demain. C'est en ce sens que nous considérons que le véhicule électrique, c'est un sujet de société. C'est un sujet technologique, c'est un sujet d'innovation, mais c'est aussi un sujet de société. Ça touche à la mobilité de nos concitoyens et puis ça touche aussi à leur pouvoir d'achat, un sujet dont on sait qu'il est très, très prégnant pour eux depuis un certain nombre d'années. Donc moi, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont contribué à cette étude et les partenaires qui ont été cités, qui sont ici dans la salle. C'est également un marqueur de nos démarches. On ne fait jamais les choses tout seul. On travaille avec tout l'écosystème. Et l'écosystème du véhicule, il est très large. Je crois qu'on est tous en responsabilité par rapport à ces évolutions que je qualifie de sociétales. Donc, merci infiniment, évidemment, à Stéphane, mais à toutes les équipes qui ont contribué. Et je vais vous laisser donc découvrir les résultats concrets de cette étude. Merci à vous. Merci Florence. Xavier, si tu veux bien nous rejoindre, ainsi que Rodolphe, et j'aurais une question à te poser, Xavier, peut-être un mot sur l'intérêt que les professionnels de l'automobile que tu représentes chez Mobiliance attachent à ces questions que nous allons traiter aujourd'hui. Merci infiniment Stéphane et merci Madame la Présidente de votre accueil ce matin. C'est un réel plaisir d'être à vos côtés et avec vos équipes pour cet excellent travail. Mobiliance, on partage un certain nombre de points communs. On a beaucoup de sujets d'intérêt généraux que nous partageons ensemble tout au long de l'année. Et je regardais votre baseline tout à l'heure, faire avancer la société en confiance. Pour Mobiliance, notre baseline est très proche parce que la confiance est le plus grand des moteurs à bien des égards. Et nous, c'est faire avancer la mobilité dans le bon sens. Et pour faire avancer la mobilité dans le bon sens, nous avons besoin, les uns et les autres, de travailler, et je reprends votre expression, de travailler en écosystème. De travailler non pas de manière cloisonnée, comme c'est un peu l'habitude, trop souvent l'habitude me semble-t-il, mais justement de décloisonner les approches et d'avoir une prospective beaucoup plus partagée. Et finalement de faire une chose qui est à la fois très simple et très compliquée. Nous sommes sur un marché automobile qui est en plein dans l'actualité, ça ne vous a pas échappé. Il y a eu une importante journée consacrée à la filière automobile il y a 2 jours au niveau de la plateforme automobile et d'un certain nombre de représentants du gouvernement et de la Commission européenne. Et je pense que notre filière automobile, elle est aujourd'hui un peu piégée dans une vision très court-termiste. Alors que son principal enjeu est justement de réunir toutes les conditions, de se projeter dans de bonnes conditions et de tenir toutes ses promesses, y compris ses promesses d'ordre sociétal, pour favoriser une mobilité qui soit accessible à tous et d'avoir surtout une vision à 360 degrés de ce qu'implique une métamorphose aussi importante que la décarbonation. Cette décarbonation, c'est un cap stratégique absolument fondamental
que nul ne souhaite remettre en question, que ce soit France Assureur, que ce soit Mobiliance ou que ce soit les constructeurs ou les équipementiers automobiles. Simplement, il y avait un certain nombre d'impacts qui n'avaient pas été suffisamment évalués par la Commission européenne elle-même. Et puis, au-delà des impacts économiques, la vision de ce projet de société que vous indiquiez un instant n'était, me semble-t-il, pas assez travaillée. Et donc, je trouve que l'étude de France Assureur prend bien beaucoup plus d'acuité, d'autant plus d'acuité qu'il faut apporter une vision sur l'ensemble de la chaîne de valeur et proposer une vision qui soit crédible, qui soit objective auprès de l'ensemble des Français, auprès de l'ensemble des assurés, auprès de l'ensemble de nos clients, pour avoir une vision juste de la totalité de ces impacts et de la manière dont on peut les gérer au mieux. Donc encore une fois, merci infiniment pour votre accueil, pour ce travail en équipe. Je pense qu'il en appellera d'autres. On aura l'occasion de l'évoquer au cours de cette réunion. Je pense aux propositions que Paul présentera en fin de cette séquence. En tout cas, merci infiniment pour votre accueil ce matin et j'espère une nouvelle fois que cette coopération prendra le plus d'ampleur possible dans une révolution, et je m'arrête là, qui pour moi a 3 caractéristiques et c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. Cette révolution de la décarbonation, elle tranche par son intensité, sa vitesse et son amplitude. Et donc, pour gérer tout ça, non, on ne peut pas travailler seul. Merci infiniment. Merci, merci Xavier. Alors, si vous le voulez bien, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et donc essayer d'y voir clair sur les scénarios de transformation. De quoi parle-t-on quand on parle de transformation? Peut-on dégager un scénario à la fois dans le temps, mais aussi qualitativement sur ce que sera le parc de véhicules français à un horizon de 10, 20 ou 25 ans. Première slide ici, les courbes de droite vous montrent l'évolution des immatriculations de véhicules neufs ces 5 dernières années. Je pense que c'est des chiffres que vous connaissez, par catégorie de motorisation. Ce qui saute aux yeux, c'est effectivement des courbes vertes et jaunes là, sur le graphe qui représentent les véhicules électriques et les véhicules hybrides. Dont on voit qu'elles ont augmenté de façon assez spectaculaire ces 5 dernières années. Et puis les courbes bleues et rouges qui représentent les véhicules essence et diesel qui parallèlement ont décliné fortement également. Pour faire court, les véhicules thermiques représentaient 92% des immatriculations des véhicules neufs en 2019 et n'en représentent plus que 28% à septembre 2025. Lorsqu'on mettons ici 2025, les chiffres que nous avons sont ceux de septembre 2025. Quant aux véhicules électriques et hybrides, qui ne représentaient à peine 10% des immatriculations en 2019, en représentent aujourd'hui près de 70%. Donc là, le constat est sans appel. Ces 5 dernières années, il y a eu une inflexion très forte du comportement d'achat des véhicules neufs chez les Français. On parle même de rupture. Toute la question est de savoir comment cela va se poursuivre dans les années qui viennent. Est-ce qu'on est sur un phénomène qui va s'accélérer, qui va se poursuivre, ou qui va retomber, auquel cas nous serions sur un simple phénomène conjoncturel. Alors, pour tenter de répondre à cette question, nous avons interrogé les automobilistes français. Et donc, avec le concours d'OpinionWay, nous avons fait une enquête sur laquelle nous avons posé un certain nombre de questions, dont celle-ci. Quels sont, à vos yeux, les facteurs qui vous motiveraient à vous équiper d'un véhicule électrique et quels sont, par contre, à contrario, les freins que vous voyez à l'achat d'un véhicule électrique. 2 constats que l'on peut faire à la lecture des réponses. Premièrement, les Français s'équipent de véhicules électriques essentiellement sur la base de considérations économiques. Alors, certes, le facteur environnemental est aussi présent, mais il arrive en 5e position. Ce sont avant tout des considérations et des arbitrages économiques qui décident les Français à acheter ou pas un véhicule électrique. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que quand on regarde l'ensemble des items qui inciteraient ou freineraient à l'achat d'un véhicule électrique, on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution de ces items dans les 10 ou les 20 prochaines années. Je prends 2 exemples. Économie sur carburant. Évidemment, faire le plein
de son véhicule en diesel ou en super coûte plus cher aujourd'hui que recharger son véhicule électrique. Mais il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, la fiscalité automobile rapporte 30 milliards d'euros tous les ans à l'État, essentiellement à travers d'ailleurs les taxes sur les carburants. On voit mal aujourd'hui l'État se passer de cette ressource. Donc, à un moment ou à un autre, il est clair que la fiscalité sur l'électricité augmentera et que ce facteur d'économie sur carburant, en tout cas l'écart qui existe aujourd'hui, diminuera. Alors, suivant quel rythme, à quel moment, cette évolution touchera-t-elle l'ensemble de l'électricité ou simplement l'électricité destinée à la mobilité? Personne n'est aujourd'hui capable de le dire. Et on voit bien que cette incertitude est quand même importante, puisque c'est quand même la motivation numéro 1 des Français pour acheter un véhicule électrique. Je prends un deuxième exemple, c'est celui des politiques d'incitation et des primes, qui figurent également en 3e position parmi les facteurs motivants à l'achat d'un véhicule. Bien malin qui peut dire ce que sera la politique gouvernementale en matière d'incitation, les fameuses primes à la casse, les fameux bonus-malus. Je prends pour exemple le leasing social. Le gouvernement a décidé de remettre en place le leasing social en septembre. Septembre, ça fait pas très longtemps. Dès le mois d'octobre, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de près de 60%. On voit donc comment ces politiques-là ont une influence très forte, et là encore, beaucoup d'incertitudes. Donc, en résumé, lorsqu'on interroge les Français, on n'est pas très éclairé sur le scénario à venir, parce que les leviers qui aujourd'hui sont ceux des Français, eh bien, on n'y voit pas très clair sur leur évolution dans les 10 ou 20 prochaines années. Alors, quel scénario retenir? Parmi toutes les études qui ont pu être faites à ce sujet, nous retenons une étude de l'ADEME qui date d'il y a 2 ou 3 ans, mais qui nous semble encore totalement d'actualité. Alors, avant de vous présenter les résultats de cette étude, je me permets de faire une petite parenthèse de vocabulaire, concernant notamment ce que l'on appelle les véhicules hybrides. Parce qu'autant je pense que tout le monde voit clairement ce qu'est un véhicule essence, un véhicule diesel, un véhicule purement électrique. Sur les hybrides, vous savez qu'on a des degrés d'hybridation qui sont assez variables. On va du micro-hybride à l'hybride léger et à l'hybride rechargeable. Vu du côté de l'assurance, ce qui change fondamentalement la technologie, le profil technique du véhicule, c'est la présence d'une batterie intégrée d'une certaine taille. On va dire des batteries au-delà d'une capacité de 14 ou 15 kWh. Or, on ne trouve ces batteries que sur les véhicules purement électriques ou sur les véhicules hybrides rechargeables. Donc, en clair, dans la suite de cette étude, quand je parlerai de véhicules électriques, je parlerai en réalité et de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables, parce qu'il y a une similitude forte dans le profil de ces véhicules. Et par contre, quand je parlerai de véhicules thermiques, je parlerai de véhicules essence, diesel et de toutes les hybridations légères, parce qu'encore une fois, les caractéristiques, là aussi, sont très similaires. Donc, je ferme la parenthèse, mais je pense qu'il est important de préciser cela, parce que dans les statistiques aujourd'hui, des fois, il y a un peu un mélange des genres sur ce que l'on appelle véhicules hybrides. Alors, revenons à ce que nous dit l'ADEME. L'ADEME a étudié de manière très documentée l'ensemble des facteurs incitant, ou pas d'ailleurs, les Français à s'équiper en véhicule, des arbitrages environnementaux, économiques, etc. Et propose un scénario moyen d'évolution du parc à l'horizon 2050, que vous voyez ici. En clair, 2025, le parc automobile, nous parlons là du parc, tout à l'heure nous avons vu les immatriculations, mais le parc évidemment a une inertie beaucoup plus lente en matière de transformation. Le parc automobile français, qui est constitué aujourd'hui à 96,5% de véhicules thermiques, eh bien, 2050 serait l'année de bascule où le nombre de véhicules électriques roulants dépasserait celui des véhicules thermiques. Alors, il ne faut pas prendre ça contrairement à ce que dit le titre. Exactement. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre ça comme une prévision, contrairement au titre d'ailleurs du graphique, mais plus comme un scénario.
un scénario qui nous paraît aujourd'hui le plus probable, mais encore une fois, il y a beaucoup d'incertitudes puisque beaucoup de leviers incitant ou pas les Français à s'équiper en véhicule restent encore assez incertains. Mais il faut bien qu'on ait un cadre, et voilà celui que nous retenons. Alors, une fois qu'on a dit ça, en quoi l'électrification du parc impacte-t-il l'assurance automobile? Alors, ici, je vais m'arrêter un peu sur ce graphique, parce qu'il est issu d'une étude technique que France Assureur a menée, étude qui consiste tout simplement à prendre un échantillon de véhicules électriques, un échantillon de véhicules thermiques, à les voir vivre pendant 2 ans, et pendant ces 2 années, de regarder quel est le nombre de sinistres et quel est le coût des sinistres qu'ils ont générés. Précision néanmoins, et ça c'est important, et c'est ce qui rend cette étude plutôt inédite par rapport à celle qui existe par ailleurs, c'est que nous avons comparé des parcs de même génération. Parce que généralement, lorsque l'on compare des véhicules thermiques à des véhicules électriques, on compare des choses qui ne le sont pas tout à fait comparables, puisque d'un côté, nous avons des véhicules qui ont un âge moyen qui peut être de 8, 10 ou 12 ans, alors que du côté des véhicules électriques, on a des véhicules d'âge moyen plutôt de 2 ou 3 ans. Or, l'ancienneté du véhicule est un élément qui joue fortement sur les sinistres et sur les accidents. Donc, pour effacer ce biais de l'ancienneté, nous nous sommes concentrés sur des véhicules de même génération, et ça, c'est important de le rappeler. Alors, qu'a-t-on constaté? Quand on est sur une base 100 sur les véhicules thermiques, on constate que toute garantie confondue, et je parle là des garanties aussi bien de dommages que de responsabilité civile, c'est-à-dire de dommages causés à des tiers ou des dommages causés à soi-même lorsque je conduis mon véhicule, il y a un écart de 11 points entre ce qui est indemnisé sur le parc des véhicules thermiques et ce qui est indemnisé sur le parc des véhicules électriques. Quand cette fois nous rentrons et nous faisons un zoom sur les seules garanties de dommages, c'est-à-dire que nous écartons la garantie responsabilité civile et donc nous écartons notamment tout ce qui est sinistre corporel. Donc là, nous sommes véritablement sur des sinistres matériels. Nous nous apercevons que cet écart augmente de 3 points et passe à 14% en défaveur des véhicules électriques. Et lorsque nous faisons encore un zoom supplémentaire à l'intérieur des garanties dommages et que nous analysons la garantie brise-glace, qui couvre donc les pare-brises et les optiques de phare, on s'aperçoit là que cet écart augmente encore et passe à 28 points. Voilà aujourd'hui quel est le... Je précise que l'échantillon que nous avons était relativement représentatif puisque nous avons travaillé avec l'ensemble de nos adhérents et que donc il recouvre un échantillon de 2 millions, pratiquement 2 millions de véhicules. Alors, ça c'est le constat, je dirais, brut de décoffrage. Comment peut-on l'expliquer? 3 éléments majeurs d'explication. Premièrement, la batterie, la présence d'une batterie. On verra pourquoi. Deuxièmement, la partie brise-glace, qui est effectivement une particularité et qui présente des particularités spécifiques sur les véhicules électriques. Et enfin, 3e élément d'explication, le poids des véhicules, qui joue également dans la sinistralité comparée des parcs. Alors, sur ces 3 points, je vais laisser Rodolphe Pourreau, qui connaît bien ces sujets-là, nous donner davantage de détails. Rodolphe? Merci Stéphane. Je vais te laisser passer la slide. Donc effectivement, hein, les écarts de coût entre les différentes énergies vont être plurifactoriels. On a identifié 3 causes principales. La première étant bien évidemment sur les écarts de conception qu'on peut avoir entre les différentes technologies. Et comme l'a dit Stéphane, les véhicules considérés électriques contiennent tous une batterie. Et c'est vrai qu'autour de ces batteries, beaucoup d'interrogations et aussi beaucoup de constats. On a pu voir au fur et à mesure que les stratégies des constructeurs étaient complètement différentes sur les types de batteries utilisées. Tant sur la chimie, on est quand même sur aujourd'hui un consensus. Néanmoins, sur la partie création, conception des batteries, on peut voir que certains constructeurs aujourd'hui ne
préconise pas ou ne propose pas de batterie réparable, c'est-à-dire que la batterie est livrée dans son entièreté. D'autres constructeurs, et principalement là, les Européens et les Français, vont proposer des batteries qui, elles, peuvent être réparées, hein, donc avec la fourniture des modules électriques. Il faut compter entre 4 et 30 modules à peu près dans une batterie aujourd'hui. Et il y a aussi d'autres constructeurs, par exemple, et ça nous intéresse particulièrement, nous, d'un point de vue assurance et choc de collision, peuvent proposer aussi des carters inférieurs, donc le bac sous la batterie, qui, en cas de choc en soubassement, permet de remplacer que le bac et pas l'ensemble de la batterie. On peut voir aussi que d'autres constructeurs ont des approches beaucoup plus vertueuses, hein. Donc là, c'est un constructeur français qui aujourd'hui propose par exemple des batteries reconditionnées, hein. Donc sur l'ensemble de sa gamme des véhicules électriques, on peut accéder à des batteries qui vont être entre 30 et 60% moins chères qu'une batterie neuve. Donc ces questions entraînent bien évidemment des interrogations, hein, autour de l'accessibilité des batteries dans la conception, dans la démontabilité des batteries, parce que même si un constructeur propose des modules pour pouvoir réparer la batterie, est-ce que ces modules ne sont pas trop collés et ne peuvent pas être démontés? Et on a bien évidemment toute cette notion autour de la réparabilité avec la chimie, puisqu'on se rend compte que même si les modules sont remplaçables, mettre un module neuf sur des batteries avec des modules anciens peut aussi entraîner des problématiques. Donc, même si les constructeurs proposent des solutions, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations autour de ces réparabilités des batteries. Donc l'impact, hein, c'est bien évidemment des coûts plus élevés, hein. Aujourd'hui, une batterie peut représenter entre 4 et 70% du tarif neuf d'un véhicule. Donc c'est un impact non négligeable. Des coûts de réparation ou de remplacement importants, entre 5 et 15 000 euros au moins, rien que pour la pièce, pour remplacer une batterie. Et donc, en termes d'interrogation, hein, ça va être l'impact des coûts sur, bien évidemment, les sinistres. Et c'est aussi une question sous-jacente, c'est comment le taux des véhicules réparables économiquement va évoluer. On voit qu'on a un parc qui vieillit, des valeurs des véhicules qui peut descendre aussi, et le fait d'avoir des coûts de réparation plus élevés va entraîner, bien évidemment, une augmentation du taux d'irréparable. Donc avec un double impact, hein, bien évidemment, économique et environnemental. Donc un sujet, hein, donc, qui est lié aussi aux véhicules électriques, ça va être lié à la technologie embarquée. Donc on le voit au niveau des pare-brises et des optiques de phare, où systématiquement, sur les véhicules électriques de l'étude, on avait des écarts significatifs, hein, hauteur des 28%. Avec plusieurs explications, hein, qui vont être autour, dans les véhicules électriques, de présence de pure players américains ou asiatiques, avec des règles, par exemple, pour recalibrer les systèmes de la conduite, qui vont entraîner des coûts supplémentaires de main-d'œuvre qu'on ne retrouve pas forcément sur les constructeurs historiques, et aussi donc des positions tarifaires différentes, avec une offre limitée en concurrence, donc qui a tendance à faire évoluer les prix vers le haut. Je précise sur ce point qu'effectivement, je rappelle, nous avons comparé des véhicules de génération comparable. Il est évident que les optiques ont beaucoup évolué, je dirais, avec les nouveaux modèles. Mais là, on est bien sur des spécificités liées aux véhicules électriques où, comme l'a dit Rodolphe, on a un certain nombre de pure players qui, effectivement, génèrent des coûts supérieurs aux constructeurs traditionnels en ce qui concerne la réparation des bris de glace et des optiques de phare. Et effectivement, l'autre constat, hein, sur les véhicules électriques, hein, donc ça va être une augmentation du poids. Donc là, vous pouvez retrouver sur les courbes des écarts significatifs, hein, lorsque l'on va comparer un véhicule essence à un véhicule électrique, on a des écarts de poids de plus de 40%. Et sur des véhicules hybrides comparés à des véhicules essence, on approche les 70% d'écart de poids. Quand on compare aussi les variations des courbes, hein, on voit que sur les véhicules diesel et essence, on a des courbes qui sont relativement plates, malgré l'intégration aussi des nouvelles réglementations qui peuvent impacter le poids des véhicules. On voit par contre que sur ces véhicules hybrides et électriques, le poids est augmentation forte. On a aussi, ou à cause de l'arrivée des pure players américains ou chinois, une montée aussi en gamme des véhicules électriques, hein, avec de plus en plus d'éléments de confort et de design embarqués, hein. Donc ça se retrouve aussi, comme on le disait, sur les optiques de phare, hein, avec aujourd'hui une obligation pour ces nouveaux constructeurs d'avoir des signatures visuelles très importantes, avec une multitude d'optiques de phare, de signatures lumineuses, de bandeaux, de sigles lumineux qui aussi augmentent le poids. Et là, on voit qu'effectivement, l'effet d'un point de vue approche sinistre est très important,
puisque le poids a directement un effet sur l'intensité des chocs. Plus le véhicule est lourd, plus les dommages seront importants pour lui, mais aussi éventuellement pour l'autre véhicule qui a subi le choc. Et le double effet avec ce poids supplémentaire pour les véhicules électriques, c'est qu'il oblige les constructeurs à réfléchir à des nouvelles méthodes de conception, hein, donc avec l'intégration de plus en plus d'éléments d'aluminium, par exemple, ou en composite. Et ces éléments, on sait qu'ils sont plus complexes, voire pas réparables techniquement, et ça va aussi avoir un effet sur le coût des réparations. Oui, et je précise concernant cette question du poids, pour faire un petit joke là-dessus, si vous vous faites rentrer dedans par un SUV, il vaut mieux vous faire rentrer dedans par un SUV thermique qu'un SUV hybride rechargeable, puisqu'on a des écarts de poids qui peuvent être de l'ordre d'une tonne. Un SUV thermique pouvant aller jusqu'à 2 tonnes, dès lors qu'il devient hybride rechargeable, c'est 1 tonne de plus. C'est-à-dire que à choc équivalent, il y a 1,5 fois de plus d'énergie qui est dégagée dans le choc et qui crée donc des dommages plus importants. Donc cela se traduit non seulement sur la prime dommage, mais également sur la prime de responsabilité civile, puisque c'est l'assureur de ces SUV qui devra réparer les dommages du tiers qui aura subi des préjudices. Et d'ailleurs, je fais un focus sur les SUV, et ce n'est pas par hasard, c'est parce que dans l'étude technique dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand on regarde le parc des SUV thermiques et le parc des SUV électriques, on s'aperçoit là pour le coup que l'écart sur les 2 années d'analyse que nous avons faites sur la sinistralité est de 29%. C'est-à-dire que c'est là que nous avons l'écart le plus important en matière de coûts d'indemnisation en matière d'assurance automobile. Je suis à l'envers là. Alors, au-delà de ces 3 points, il y a aussi dans tout le processus de réparation de véhicules des impacts qui ne sont pas négligeables. Et là, Xavier, peut-être que tu pourrais nous en dire un mot. Merci Stéphane. C'est dans la parfaite lignée de ce que vous venez brillamment de dire tous les deux, d'expliquer ça avec beaucoup de précision. Il y a aussi la vraie vie. La vraie vie, c'est ce que vous voyez sur ce slide, c'est-à-dire que il y a un problème, il y a des questions de transport. Vous avez un problème que votre véhicule hybride ou votre véhicule 100% électrique, il faut le transporter. Donc, il faut avoir recours à toute la filière des métiers très particuliers du dépannage et du remorquage, qui lui-même, du coup, est de plus en plus encadré sur le plan réglementaire pour correctement, en fait, intervenir sur des véhicules dont finalement il faut retenir quoi? Une sophistication technologique qui est devenue extraordinairement importante et donc qui pose énormément de questions, que ce soit au niveau de l'amont industriel ou de l'aval, et puis l'usage, comme je disais à l'instant, dans la vraie vie, au niveau des consommateurs, que ce soit d'ailleurs des particuliers ou des sociétés, bien entendu. Donc on voit que sur l'ensemble en fait de la chaîne de valeur dans le cycle de vie du véhicule, il y a un certain nombre de questions qui n'avaient pas été forcément correctement documentées en amont, comme je disais rapidement tout à l'heure, et ces 4 points que vous voyez sur ce slide l'expriment parfaitement bien. Donc le transport, c'est un premier point. Il y a évidemment aussi les questions de stockage, avec des risques d'incendie qui sont réels, y compris bien sûr dans les concessions automobiles, par exemple, parce que vous faites cohabiter des véhicules qui ne sont pas de la même technologie, qui n'ont pas le même niveau de risque. On a beaucoup parlé de ce risque d'incendie qui était arrivé à la fois dans des bateaux ou dans des concessions, de manière plus triviale aussi à l'occasion d'émeutes, ou de casse ou de vol, de cambriolage dans certaines concessions automobiles où des véhicules électriques ont été incendiés. Avec une intervention au niveau des risques incendies qui est évidemment très, très difficile. Et puis derrière, pour ces entreprises, il y a aussi une question évidemment d'assurance qu'il faut prendre en ligne de compte. Et donc les conditions de stockage sont aujourd'hui extrêmement normées, avec là encore des process qui sont eux-mêmes en train d'évoluer pour trouver en fait le juste équilibre entre ce qui est économiquement faisable, ce qui est physiquement aussi faisable au sein de showrooms ou d'ateliers de réparation. Et donc, c'est loin d'être une évidence à bien des égards. On pourrait y revenir si vous le souhaitez dans vos questions tout à l'heure.
Évidemment, diagnostic et intervention sur les batteries et l'immobilisation du véhicule qui vient ensuite au niveau des assureurs, parce qu'il faut pouvoir prêter un véhicule en fait de courtoisie de manière plus longtemps, parce que la disponibilité des pièces est une question qui se pose parce qu'on est sur des chaînes d'approvisionnement qui sont elles-mêmes plus complexes selon les constructeurs. Donc tout cela peut nécessiter plus de temps en termes d'intervention et donc une immobilisation des véhicules qui est proportionnelle naturellement à cela. On reviendra, je pense, tout à l'heure sur les questions d'intervention sur les batteries. Ce qu'il faut retenir, et je crois que c'est le slide d'après, l'un des grands sujets, il y en a deux, en fait, quand on parle des batteries, et ce slide sur gigacasting en est, en fait, je dirais, la contradiction un peu absolue. Pourquoi ? Ce gigacasting, je pense qu'un certain nombre d'entre vous avaient publié des articles sur le sujet il y a déjà quelques mois. Pour bien comprendre ce phénomène, qui est loin d'être généralisé à l'ensemble des constructeurs automobiles dans le monde, il y a une pression concurrentielle qui est extrêmement forte. Et donc, la logique de compétitivité impose des rythmes de fabrication, d'optimisation des chaînes de production qui sont sans commune mesure par rapport aux chaînes de production plus conventionnelles liées à l'énergie thermique. Donc, ces moulages géants tels que vous le voyez à l'écran parlent d'eux-mêmes. L'idée, c'est vraiment d'optimiser le process de production et ce qui pose de manière évidente, et beaucoup d'entre vous l'avez déjà relayé, la question de l'accessibilité à ces batteries. Et donc la capacité finalement de la filière aval, au niveau de la distribution, de l'entretien, de la maintenance, à pouvoir intervenir, à pouvoir accéder même, j'allais dire, à cet ensemble de la batterie qui représente quand même 40% de la valeur globale du véhicule. Donc c'est un sujet qui est absolument clé. Donc, il y a l'effet zoom qu'il y a eu avec certains constructeurs, je pense en particulier à Tesla, et puis à la réalité des choses, parce que cette pression concurrentielle au niveau mondial est tellement forte que ce que nous pouvons observer, c'est que les coûts de production sont en train de diminuer de manière substantielle. Il y a d'autres technologies de batterie, tout cela est en train d'évoluer extrêmement vite au niveau des constructeurs, et donc par rapport à cela, la réglementation s'est également adaptée au moins de deux manières. C'est les deux points que je voulais plus particulièrement signaler. Le premier point, c'est que la réglementation européenne édicte le principe de batteries qui puissent être réparables. Donc, cette obligation étant posée, ça implique un très grand nombre d'adaptations réglementaires, économiques, techniques, technologiques, pour que la filière aval soit en capacité d'intervenir sur des véhicules avec le degré de sophistication que j'évoquais tout à l'heure. Et puis le deuxième sujet, et qu'il est loin d'être accessoire, c'est que l'économie circulaire est en train de se structurer elle-même. Et dans cette économie circulaire, y compris pour des questions de souveraineté, eh bien, il faut assurer le recyclage de ces batteries. Et donc, il y a un double mouvement, à la fois sur la réparabilité de ces batteries et sur le recyclage de ces batteries. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce que vous voyez à l'écran en termes de gigacasting a été une tendance, mais qui, de mon point de vue, n'est pas une tendance qui est appelée à durer. Donc, il va falloir mettre le focus sur cette question de réparabilité et donc d'accès aux données, d'accès aux sous-ensembles, et puis à cette question de collecte et de recyclage des batteries qui est un élément absolument central pour l'avenir de la filière. Ce qui veut dire une chose, et j'arrête par cela, et ça rejoint les slides que Stéphane présentait tout à l'heure, on est face à un parc dont l'éventail, le mix technologique et énergétique va s'élargir d'ici à 2050. Donc, il faut un personnel qui va être de plus en plus qualifié, qui soit capable d'adresser un parc qui lui-même va se diversifier. Il faudra intervenir sur du thermique, sur essence et diesel, naturellement, sur des hybrides qui sont loin d'avoir dit leur dernier mot quand on voit l'évolution du parc à l'horizon 2050, et sur de l'électrique avec des technologies de batterie qui sont appelées à évoluer à vitesse ultra rapide au cours des prochaines années. Donc, tout cela, il faut maintenir un niveau de compétence et d'intervention au niveau de l'aval, faute de quoi il y aura un décrochage technologique très important qui posera de très nombreuses questions, y compris évidemment au niveau des emplois dans nos territoires. Donc ce sont des sujets extraordinairement complexes et cette étude permet de bien focuser ça de manière la plus objective possible ce matin. Merci Xavier. Alors, effectivement, on a passé en revue toute une série d'éléments factuels.
je précise qu'en ce qui concerne le gigacasting, effectivement, aujourd'hui, on ne constate pas dans le chiffre un effet gigacasting. On a néanmoins, et il nous semble important, de mettre en avant le risque que pourrait entraîner cette technologie. Comme l'a dit Xavier, il semble qu'aujourd'hui, beaucoup de constructeurs soient revenus sur l'idée de développer ces techniques de construction. Mais une fois qu'on a passé en revue, je dirais de manière factuelle, ces éléments-là, il était intéressant aussi d'interroger, là pour le coup, de revenir à notre enquête OpinionWay, pour interroger les Français sur comment eux, ils perçoivent ce type de risque. Et donc effectivement, on a posé tout un certain nombre de questions aux Français sur comment ils voyaient l'évolution des coûts sur différents items liés à la possession d'un véhicule électrique. Est-ce qu'ils pensent que le coût de réparation va être plus élevé? Est-ce qu'ils pensent que le coût de la maintenance va être plus élevé? Est-ce qu'ils pensent que le coût de leur assurance va être plus élevé? Et quand on les interroge là-dessus, on s'aperçoit que les Français sont assez conscients sur le fait que le coût de la réparation de leur véhicule va être plus important sur un véhicule électrique que sur un véhicule thermique, ce qui n'était pas forcément intuitif au départ, que le coût de la maintenance également risquait d'être plus élevé. Sur le coût de l'assurance, là par contre, il y a une grosse incertitude. C'est là où le plus la part des je ne sais pas est la plus importante parmi toutes les questions que nous avons posées. Et nous n'avons pas dit que nous étions des assureurs lorsque nous les avons interrogés, évidemment, parce que sinon ça aurait peut-être été un peu biaisé. On a une majorité néanmoins qui pense qu'elle sera identique. Ils ne voient pas aujourd'hui de raison à ce que l'assurance augmente, alors même qu'ils nous expliquent au départ que visiblement le coût de la réparation sera un petit peu plus élevé. Enfin, tout ça pour dire que aujourd'hui, la grande majorité des Français n'ont pas un avis tranché sur la question de l'avenir de l'assurance des véhicules électriques. Ainsi se terminent les deux premières parties de la présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Paul Esmin, qui va venir nous présenter les propositions que nous faisons pour justement accompagner au mieux possible cette transition dans les années qui viennent. Paul. Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui sont à distance, que je n'ai pas pu saluer. Florence Lussmann, vous le disiez dans son propos introductif, l'électrification du parc, c'est un sujet de société. Ce n'est pas l'affaire des seuls constructeurs, ce n'est pas l'affaire des réparateurs ou de manière plus générale de la filière aval, comme on dit dans le jargon. Ce n'est pas évidemment l'affaire des seuls assureurs, ce n'est pas même l'affaire des seuls consommateurs. C'est une tendance longue, vous l'avez compris, on ne mesure pas totalement, on ne maîtrise pas totalement le calendrier. Il y a un certain nombre de facteurs d'incertitude, notamment pour des contraintes opérationnelles. Vous avez vu les réactions d'un certain nombre de constructeurs hier. Et néanmoins, c'est une tendance lourde et, je dirais, inéluctable. Et cette tendance, elle est ô combien souhaitable, à commencer par des raisons environnementales. Dans cette présentation, on vous a présenté un certain nombre de défis, on vous a présenté un certain nombre de contraintes. Et pour autant, on est, côté assureur, extrêmement favorable à cette tendance. Elle nous paraît nécessaire, elle nous paraît tout à fait utile, encore une fois, à commencer par des raisons environnementales. Mais précisément, il s'agit d'accompagner cette tendance et de l'accompagner intelligemment. Il ne s'agit pas de se réveiller dans quelques années et de se rendre compte, une fois que le parc aura progressé en pourcentage de véhicules électriques au fil du temps et du renouvellement des véhicules, il ne s'agit pas de se réveiller à ce moment-là et de se dire « Ah, on n'a pas totalement pris les choses par le bon côté, il y a des choses qu'on aurait dû anticiper, finalement il y a des problèmes de réparabilité notamment qui se posent et qui freinent cette tendance ou qui ont tendance à limiter ce mouvement qu'on souhaite pouvoir accompagner et accompagner intelligemment. C'est exactement le sens de cette étude, et de plus encore des propositions que je vais présenter maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner cette tendance générale qui est souhaitable? Comment on peut le faire intelligemment? Et côté France Assureur, on croit beaucoup à ce qu'évoquait Xavier tout à l'heure, c'est la notion dans son propos introductif, la notion d'écosystème. C'est pas les assureurs qui peuvent répondre à ces questions tout seuls.
Ce n'est pas les réparateurs qui peuvent répondre à ces questions tout seuls. Il faut qu'on travaille de manière conjointe et de manière intelligente entre constructeurs, évidemment, au premier chef, réparateurs, consommateurs, assureurs, et qu'il y ait une véritable réflexion dès à présent sur l'ensemble de ces sujets. On ne part pas de rien sur la question, par exemple, des batteries. Il y a déjà eu des réflexions qui ont été posées depuis des années sur le recyclage des batteries. Et elles sont évidemment absolument nécessaires, ces réflexions. Mais on est convaincu, et on espère vous en avoir convaincu aussi, qu'il est nécessaire aujourd'hui d'aller plus loin pour justement essayer de répondre à ces défis qu'on a présentés et essayer de minimiser, autant que faire se peut, toutes les contraintes qui se posent en termes d'électrification du parc. Alors, les propositions qu'on formule, elles sont de 3 types. La première chose a trait aux batteries. Je pense que vous n'en serez pas surpris compte tenu de ce qu'on vous a évoqué, de ce que Rodolphe et Xavier notamment ont évoqué. À partir du moment où le coût de la batterie, même s'il baisse assez rapidement, représente 40% du véhicule, c'est évidemment ce à quoi il faut s'attaquer en premier. Encore une fois, il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été faites qui vont dans le bon sens, sur le fait qu'il faut regarder le bilan environnemental de la batterie, qu'il faut réfléchir à son recyclage. Tout ça est nécessaire, tout ça est souhaitable. Il faut aussi, et c'était le sens de tout ce qu'on vous a présenté, réfléchir à l'accessibilité et à la réparabilité. Ça, ce sont des choses qui se font dès la conception du véhicule. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre comme un patch après, une fois que le véhicule existe. Évidemment, ce sont des problématiques, des questions qu'il faut se poser au moment de la conception. On évoquait ce projet de règlement européen sur les exigences de circularité. Il est nécessaire que, dans ce texte qui en est un stade avancé, puisqu'on en est au stade du trilogue, donc c'est le stade où la Commission, le Parlement et les États membres essayent de réconcilier leurs positions, il est nécessaire qu'il y ait des dispositions là-dessus. Alors, bien sûr, tu l'évoquais tout à l'heure, Xavier, il y a cette notion de réparabilité, mais il faut la décliner en termes opérationnels. Il faut que les modalités pratiques qui sont dans ce texte soient suffisamment précises pour s'assurer qu'on répond à cette question d'hétérogénéité que décrivait Rodolphe aujourd'hui sur l'accessibilité, sur la réparabilité. Il y a des bonnes pratiques, il y a des pratiques qui sont moins vertueuses, et donc il faut essayer de répondre à ces problèmes d'hétérogénéité et d'avoir une approche commune qui soit vertueuse et satisfaisante. La proposition, enfin le deuxième jeu de proposition, c'est attrait à la libre concurrence sur la réparation des véhicules. Alors très honnêtement, c'est pas une question qui est spécifique aux véhicules électriques. C'est une question qu'on essaye d'ailleurs c'est un sujet qu'on essaye de promouvoir depuis des années. Pour ceux d'entre vous qui nous suivent, vous le savez bien. Cette notion de libre concurrence et d'absence de monopole sur les pièces détachées notamment, est une question qui est absolument essentielle de manière générale pour limiter l'inflation qu'on constate depuis des années sur le coût de la réparation et le coût des sinistres matériels. Mais c'est une question qui se pose avec une acuité encore supérieure pour les véhicules électriques, pour toutes les raisons qu'on vous a présentées aujourd'hui, et parce que notamment à véhicule et à génération donnée, la réparation est aujourd'hui plus chère. Donc, il faut qu'il y ait une juste concurrence qui puisse s'appliquer. Donc ça passe par un certain nombre d'évolutions concrètes, pratiques, la mise à disposition par les constructeurs auprès des réparateurs d'un certain nombre de choses, des outils de diagnostic, des données techniques, des processus de réparation. Aujourd'hui, ce qui fait particulièrement défaut, je pense, c'est les outils de diagnostic. Donc, il faut vraiment insister sur ces sujets. Il y a la question de la commercialisation des pièces. Il ne faut pas qu'il y ait de monopole sur ces sujets. Il faut que la concurrence trouve à s'appliquer et trouve réellement à s'appliquer de manière juste. Ensuite, il y a une question qui, là encore, est beaucoup plus large que celle des seuls véhicules électriques, qui est celle de l'usage des pièces recyclées, qui, comme vous le savez, on cherche à promouvoir depuis des années.
on ne part pas de rien, il y a déjà de l'utilisation de pièces recyclées. Tout ce qui peut aller dans le sens d'une augmentation du taux de recours à ces pièces recyclées est, selon nous, à favoriser, à la fois pour des raisons économiques et bien sûr encore plus pour des raisons environnementales. Donc là encore, on a une fenêtre de tir avec ce règlement européen sur les exigences de circularité. Saisissons cette fenêtre de tir et ne laissons pas passer cette opportunité. La troisième proposition, on l'a mis au registre des propositions, mais c'est presque plus une annonce en réalité qu'une proposition, c'est le fait qu'on souhaite développer un indice de réparabilité des véhicules. Là encore, ça dépasse le seul périmètre des véhicules électriques, mais ça s'appliquerait notamment aux véhicules électriques. Il s'agit d'avoir un indice qui soit évidemment compréhensible et très simple pour le consommateur à comprendre, sous forme d'une note qui soit facilement lisible, qui puisse finalement traduire la capacité à réparer un véhicule et le coût associé à cette réparation. C'est un travail, je ne vous le cache pas, qui est techniquement extrêmement complexe. Donc ça serait confié à SRA. Il faut que ce soit évidemment objectif, il faut que ce soit vu comme évidemment neutre, il faut que ça s'appuie sur des éléments totalement factuels, et donc il y a une méthodologie à développer justement pour qu'il n'y ait pas de contestation sur l'objectivité et la factualité de cette notation. C'est la condition sine qua non de son adoption. Donc, c'est un travail auquel on va s'employer dans les mois qui viennent, auquel SRA, plus exactement, va s'employer, même si, évidemment, on accompagnera ce travail. Il faut que ça soit effectif dès la sortie d'un nouveau véhicule, hein, évidemment, puisque l'enjeu, c'est de livrer une information qui soit pertinente au moment de l'achat du véhicule, que le consommateur sache à quoi il s'expose en termes de réparabilité du véhicule qu'il achète. Donc, il y a un enjeu de réactivité. Et donc, vous voyez bien que ça soulève des questions opérationnelles qui sont lourdes. Il faudra évidemment, je terminerai par là, qu'il soit évolutif dans le temps pour s'adapter aux nouvelles évolutions techniques que, par définition, par construction, on ne maîtrise pas à T0. Voilà, c'est le sens de toute cette démarche qu'on vous a présentée. Vous avez compris que on n'est pas du tout à un point d'arrivée aujourd'hui dans nos réflexions, c'est un work in progress en bon français. Il y a à la fois des sujets qui sont de nature réglementaire, donc on a un appel au pouvoir public à se saisir véritablement encore plus qu'aujourd'hui de ces sujets. Encore une fois, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Il faut amplifier ce mouvement. On a une bonne fenêtre de tir à travers de ce règlement européen. Saisissons-la pour réfléchir à ces questions d'accessibilité, de réparabilité des batteries, de juste concurrence sur les pièces détachées, sur l'emploi de pièces recyclées. Toutes ces questions sont absolument cruciales. Et nous, de notre côté, on va faire ce gros travail. Je ne peux pas vous donner un calendrier précis parce que c'est quelque chose qui va mettre quand même un certain temps à être mis en place. Je pense que il faut mesurer le travail qu'il y a derrière. C'est quand même vraiment quelque chose de novateur. Et quand on parle de produits aussi complexes à juger que des véhicules, vous pouvez mesurer, je pense, le travail technique et opérationnel qu'il y a derrière cette initiative. Donc, on va s'y employer avec conviction, avec détermination, parce que, et je terminerai par là, parce qu'on est extrêmement convaincu de l'utilité de l'électrification du parc. On souhaite l'accompagner. On souhaite répondre aux défis que cela pose et on souhaite minimiser les contraintes justement pour éviter qu'à un moment donné, tout ça constitue un frein à l'électrification du parc et pouvoir l'accompagner intelligemment avec l'ensemble de l'écosystème. Je vous remercie à tous et puis évidemment, on est plus qu'heureux de répondre aux questions que cette présentation pourrait susciter. Merci. Alors, je pense que Xavier, déjà, tu voulais peut-être dire un petit mot sur cette question de l'indice de réparabilité, car je sais que du côté de chez Mobiliance, vous y avez aussi réfléchi. Ça marche. C'est la raison de ma présence ce matin aux côtés de France Assureur.
Je le disais en introduction avec votre présidente, l'intérêt de travailler en écosystème et d'éviter les logiques de cloisonnement quand on aborde des sujets aussi complexes que ceux de la mobilité, qui est face à des injonctions très contradictoires que vous avez vues tout à l'heure. Il faut des voitures qui sont plus lourdes, mais il faut les rendre plus légères. Il faut qu'elles soient moins émettrices, mais l'ensemble du cycle de vie n'est pas forcément correctement abordé. Leur sophistication aboutit aux chiffres que vous avez avancés en termes d'augmentation du coût des dommages. Elle pose énormément de questions au niveau de l'entretien, de la maintenance, de la réparation, du contrôle technique. Et puis derrière, le mix énergétique, sur lequel on est très concentré, pour des raisons évidentes que vous avez vues encore cette semaine, il ne faut pas oublier tout ce qui est de l'ordre du software. Dans une voiture d'aujourd'hui, vous avez environ un peu plus de 100 millions de lignes de code. Voiture actuelle. En 2030, il y en aura 1 milliard. 1 milliard de lignes de code. Donc, on est vraiment, je souligne ce point, dans une révolution qui est globale, très pressante, avec une concurrence extrêmement intense et une amplitude en termes de conséquences, amont et aval, qu'il faut correctement évaluer. Et donc, effectivement, du côté de Mobiliance, nous avions lancé une commission technique pour travailler, pour les charger de précisément réfléchir à la mise en place d'un indice de réparabilité des véhicules. Et donc, plutôt que de le faire seul, eh bien, je pense que évidemment la bonne solution, c'est de le faire ensemble. France Assureur, Mobiliance et SRA, bien entendu. Il faudra ouvrir évidemment cette réflexion aux constructeurs, aux équipementiers, pour avoir, comme je le disais tout à l'heure, une vision à 360 degrés. Parce que mettre en place un indice de réparabilité est lourd de conséquences. Je pense que c'est quelque chose qui est attendu de la part des consommateurs, pour un très grand nombre de raisons, y compris évidemment sur le plan économique. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément du tout aujourd'hui installé dans l'acte d'achat d'une automobile. L'indice de réparabilité, c'est pas du tout dans les questions qui sont les plus posées. Donc, en fait, c'est un pilotage du parc automobile qu'il faut mettre en place de manière plus générale. Et cet indice sera l'un des instruments qu'il faut développer ensemble pour donner de la confiance, réassurer les consommateurs par rapport à ça. Et puis, en France, soutenir au niveau de la réparation automobile et du recyclage, la promotion des pièces recyclées. Parce que là, vous êtes aussi sur de l'économie locale, vous êtes sur des acteurs, je pense notamment aux recycleurs automobiles, dans lesquels les constructeurs sont en train également de beaucoup investir, parce qu'il faut massifier les flux. Eh bien, il y a un gisement de production de pièces recyclées qu'on est capable de développer en France. Et donc, c'est cela qui pourrait, je pense, permettre le développement d'une véritable économie circulaire française, parce qu'on a tous les acteurs pour pouvoir le faire, mais il faut pouvoir le faire dans des bonnes conditions de traçabilité et d'objectivisation du marché. Merci. Merci. Ainsi s'achève notre présentation. Alors, maintenant, nous sommes ouverts tous les trois aux questions que vous auriez à nous poser suite à cette présentation. Je vais le faire comme ça. Oui, sur la création de l'indice de réparabilité, quand est-ce qu'on va le voir concrètement mis en place et avec quels moyens pour parvenir à fournir ces informations avant la sortie du véhicule, enfin, ou au même moment. Concrètement, comment est-ce que vous comptez vous organiser? Et enfin, est-ce que l'indice sera évolutif? Parce que je pense à certains modèles de véhicules qui, au départ, sur certains sinistres, sont irréparables et qui, avec le temps, les réparateurs apprennent à les réparer. Donc, voilà. 3 questions, donc.
Alors pour la première question, j'aimerais dire demain, mais ça ne sera pas le cas, puisqu'effectivement, Paul l'a dit, c'est un sujet très complexe qui doit intégrer une multitude d'indicateurs. Par contre, on s'y attelle, hein, ça fait déjà plusieurs mois qu'on a mis en place des groupes de travail avec plusieurs assureurs pour déjà identifier quelles méthodes on pourrait mettre en place, quels indicateurs on pourrait intégrer ou pas. Donc on a déjà commencé à percevoir des signaux et des méthodes qui ont été ensuite validés au sein des commissions de France Assureurs pour aussi avoir l'approbation de la profession. Et donc là, on va rentrer dans une deuxième phase à partir du début de l'année 2026, à se faire accompagner aussi par un cabinet de consultants externes pour pouvoir aussi recenser tout ce qui se fait dans les autres pays, puisqu'il y a aussi des pratiques qui peuvent être faites dans des pays proches de nous. Et c'est aussi de recenser tous les acteurs, fédérations, organismes, qui travaillent aussi sur le sujet. Et à un moment donné, ça sera de voir comment on peut effectivement apporter une cohésion sur ce sujet-là. Les constructeurs, il faut les associer aussi. Donc voilà, il y a tout un écosystème à créer. Et ça, c'est quelque chose qui va être instruit tout au long du premier semestre avec l'objectif de repasser en commission Cadora côté France Assureur pour toujours faire valider par la profession les hypothèses et les choix qui seront faits. Et après, c'est de construire au fur et à mesure de l'année 2026 progressivement par rapport à toutes les données qu'on pourrait avoir. Et après, par rapport à la deuxième ou troisième question, je ne sais plus, c'est effectivement un indice à la sortie du véhicule, comme l'a dit Paul, hein, donc qui pourrait être basé sur de la donnée technique liée à la conception du véhicule. Et après, ça sera de faire évoluer cet indice tout au long de la vie du véhicule. Et là, l'avantage, c'est que déjà chez SRA, on a de l'information liée à l'exploitation des sinistres, aux variations des tarifs de pièces, où là, effectivement, on pourra avoir un indice qui vit en même temps que le véhicule. Oui, bonjour. Alors évidemment, moi j'aurais une question que tout le monde se pose sur l'impact sur le prix de l'assurance. En fait, hein. On n'en a pas vraiment parlé. Est-ce que déjà assurer un véhicule électrique d'un modèle comparable est plus cher qu'un véhicule thermique? Est-ce que vous comptez finalement appliquer des surprimes sur les voitures électriques? Et effectivement, plus tard, est-ce que le prix de l'assurance sera en fonction de cet indice? Alors, concernant la situation actuelle, vous avez vu tout à l'heure que le parc des véhicules électriques ne représente que 2% du parc global. Donc on est encore sur des proportions qui sont extrêmement faibles, à la fois dans le parc et bien entendu dans le portefeuille des assureurs. Donc aujourd'hui, évidemment, chaque assureur a sa propre politique là-dessus, bien entendu, et il n'est pas du ressort de la fédération de pouvoir indiquer quoi que ce soit sur le sujet. L'évolution future, nous, ce que nous voulons, c'est que justement ce 11 soit réduit à 0. C'est bien ce que l'on souhaite. Et c'est pour ça que nous faisons des propositions, en réalité. C'est pour essayer d'éviter qu'effectivement les coûts ou les surcoûts liés à l'électrification du parc soient réduits au minimum au niveau de l'assurance. Je dois préciser d'ailleurs que les éléments qu'on vous donne là sont par rapport à une situation, à un instant T, qui est celle d'aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que on voit bien qu'au fur et à mesure que le parc va être proportionnellement plus orienté vers les véhicules électriques, l'écosystème va naturellement aussi évoluer. Je prends un exemple, mais les filières de retraitement de batteries, elles sont peut-être encore un peu balbutiantes maintenant, mais il est clair que au fur et à mesure que le parc va s'équiper, elles vont devenir plus matures, et donc des sujets qui existent aujourd'hui n'existeront peut-être moins dans le futur. Donc c'est assez compliqué. Là, ce qu'on vous a fait, c'est une photographie qui nous donne quelques indicateurs avancés et qui nous fait dire, attention, on a quand même quelques sujets sur lesquels il vaudrait mieux les régler aujourd'hui plutôt que de les régler lorsqu'il sera trop tard. Quant à l'utilisation qui pourra être faite de l'indice de réparabilité et de la façon dont les assureurs, je dirais, traduiront les éventuelles différences de sinistralité d'un véhicule à l'autre, cela relève bien évidemment de la politique de chaque assureur. Certains pouvant estimer qu'il convient de mutualiser le tout, d'autres estimant qu'il faut plutôt faire payer le vrai risque. Là-dessus, chacun aura sa propre politique. Et, il est bien évident que nous n'irons pas donner d'instructions, ni encore moins d'estimation sur ce sujet. Désolé de ne pas pouvoir répondre totalement à votre question.
Bonjour, Thierry Goubi, News Assurance Pro. Vous avez évoqué le fait de discuter avec les constructeurs dans l'élaboration de ce futur indice. Est-ce que vous les avez déjà sollicités, sachant qu'on sait qu'ils sont très averses à partager leurs données? Je ne parle que des constructeurs français pour le moment, sans parler des Asiatiques ni des Américains. Est-ce que vous avez surtout bon espoir qu'ils vous partagent un peu plus de données qu'aujourd'hui? Merci. Dans nos missions quotidiennes et récurrentes côté SERA, effectivement, on est en lien avec les constructeurs pour la mission première qui est de créer les bases de données qui permettent d'identifier et de qualifier le risque. On travaille aussi de plus en plus avec les constructeurs pour leur présenter déjà leurs coûts de réparation par modèle avec un benchmark de modèles comparables. Donc ça fait partie des démarches. Après, effectivement, où il faut se méfier, c'est que notre interlocuteur ne sera pas forcément le décisionnaire non plus sur ce type de démarche qui aura forcément potentiellement un impact positif ou négatif sur sa gamme de véhicules, mais c'est aussi tout l'enjeu des prochains mois, c'est de recenser tous les acteurs qui pourront participer à l'élaboration de cet indice, mais à un moment donné, effectivement, c'est pour nous, à ce stade-là, important de les intégrer dans la démarche et d'espérer qu'ils puissent, au moins la majorité d'eux, être associés pour pouvoir aussi porter cet indice. Juste pour compléter quelques mots, il y a aussi une question de cohérence. Il y a un contrat stratégique de filière automobile. Il y en a déjà eu 3 dans le passé. Nous sommes sur le dernier qui a été signé pour la période 2024-2028. Et dans le cadre de ce contrat stratégique de filière automobile, les points que nous avons mentionnés ce matin, ils sont inscrits. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une liberté de concurrence au niveau de la réparation automobile, qu'il y ait un droit à la réparation, que l'accent soit mis de manière très forte dans ce contrat stratégique de filière automobile sur la filière du recyclage, sur l'augmentation des pièces issues de l'économie circulaire. Donc, on voit qu'il y a des points de convergence qui sont en train de se mettre en place. On est en avance de phase par rapport au fonctionnement concret quotidien du marché tel qu'il est aujourd'hui. Mais moi, j'observe des acteurs qui sont en train de s'aligner. C'est compliqué pour beaucoup de raisons que vous imaginez, mais il y a cette exigence de convergence, de cohérence stratégique par rapport à ce que l'on veut faire, construire une filière souveraine, pousser la décarbonation au niveau du parc automobile et faire en sorte que ça se fasse dans des conditions qui soient soutenables sur le plan économique et acceptables sur le plan social. Donc c'est le cœur du sujet. On est au début, je pense, d'un processus qui va prendre en effet du temps, mais pour ma part, je pense que dans la transition écologique que nous sommes en train de vivre, il ne faut pas oublier le mot transition. Oui, bonjour, Maxence Versa pour l'AFP. Alors, sur le chiffre de 11%, est-ce que c'est vraiment une analyse entre les thermiques et les électriques sur une génération? Est-ce que vous prenez en compte le coût des voitures électriques? Parce que les voitures électriques sont 11% plus coûteuses à indemniser, mais d'une manière générale, elles doivent être au moins 11% plus chères. Et ça paraît pas choquant que des voitures plus chères soient plus coûteuses à indemniser, même si on comprend qu'il y a des spécificités à l'électrique. Voilà. Est-ce que vous prenez en compte le coût du véhicule dans ce pourcentage? Alors, le coût du véhicule n'a pas forcément un lien direct avec le coût de la réparation. C'est pas directement proportionnel. C'est pas directement proportionnel. Nous, ce qu'on a voulu faire là, c'est une véritable analyse, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire on a un parc de même génération, des mêmes modèles, en version électrique et en version thermique, et on regarde ce qu'il génère en termes de fréquence et en termes de coût moyen. D'ailleurs, je me permets au passage de préciser qu'on pouvait aussi se demander si les véhicules électriques causaient, parce qu'on a beaucoup parlé de coût moyen, mais causaient en fréquence plus d'accidents que les véhicules non électriques. Sur la fréquence, sur l'occurrence, les occurrences d'accidents, on n'a pas noté de différence notable. C'est-à-dire que en gros, on ne note pas que, indépendamment du coût, un véhicule thermique ou électrique crée plus d'accidents ou moins d'accidents qu'un véhicule thermique. C'est un sujet
qui pouvaient poser question, notamment du fait, vous savez, du couple moteur des véhicules électriques, qui est un couple moteur très puissant. Les accélérations de 0 à 100 km/h d'un véhicule électrique correspondent aux meilleures performances des véhicules thermiques. Donc on aurait pu croire qu'il pouvait y avoir là-dedans des éléments de fréquence qui pouvaient intervenir, mais il n'y en a pas eu. Donc on est véritablement sur du coût moyen, et sur du coût moyen qui, encore une fois, n'est pas forcément proportionnel à la valeur du véhicule. Hein. Un coût de réparation n'est pas forcément proportionnel à la valeur du véhicule. Et nous, en parallèle de cette étude, on a aussi fait une étude ponctuelle en comparant des véhicules avec des âges moyens inférieurs à 6 ans. Et on a vraiment comparé sur un même modèle, même génération, même marque, les écarts sur les énergies proposées. Et dans les 9 cas que l'on a retenus pour l'analyse qui présentaient suffisamment de sinistres pour pouvoir être exploités de manière fiable, 8 présentaient systématiquement des coûts de réparation supérieurs pour les motorisations électriques par rapport à la motorisation essence. Et le 9e cas, c'était égal. Donc c'est vrai que sur le 9 cas, on n'a jamais vu un véhicule électrique moins cher qu'un thermique. Et l'entretien est moins cher. Ce que disent les garagistes, souvent, c'est qu'ils ont une perte de chiffre d'affaires assez conséquente en l'entretien de véhicules électriques par rapport à... Et ça ne concerne pas l'assurance. Je confirme. Effectivement, on a fait nous-mêmes des études sur l'évolution à 2030, 2035, 2040 au niveau de la valeur sur le marché de la réparation, de la maintenance liée à nos métiers. Et effectivement, il y a une perte de chiffre d'affaires qui est relativement conséquente, bien sûr. Oui. De l'autre côté, les technologies sont tellement avancées dans le véhicule qu'on aura besoin aussi de compétences très qualifiées dans d'autres domaines. Donc les choses ne sont pas aussi binaires avec une chute brutale, c'est-à-dire des activités. Je pense que les chiffres d'affaires vont aussi se déplacer. Et donc on n'observe pas forcément il y a plutôt une résilience au niveau des actes de réparation et du nombre total de points de vente en France. Donc il y a une certaine pérennité. Après, tout va dépendre aussi de la manière dont la chaîne de valeur va évoluer et quel type d'acteurs sera en capacité d'être suffisamment qualifié et équipé pour pouvoir adresser un parc dont je parlais tout à l'heure de la diversification au niveau de son éventail. Donc, dans la vraie vie, chez un garagiste, il faudra adresser un parc non seulement qui va être très technologique, de plus en plus technologique, mais aussi avec un parc qui va rester, vous l'avez vu tout à l'heure, thermique pour un très grand nombre d'années également. Donc, les effets sur la réparation, l'activité dite aval de l'automobile sont plus atténués. Il faut le prendre pour l'instant avec encore beaucoup de recul. J'ai le micro, j'en profite. J'ai une dernière question. Enfin, il y a beaucoup de questions. Là, parce que vous avez déjà évoqué le problème des softs. C'est vrai que la voiture du futur, elle sera autonome, donc ça sera entièrement automatisé, si j'ai bien compris. Et donc là, est-ce qu'au niveau des assureurs, il y a quand même des réflexions sur justement le problème des responsabilités? Est-ce que c'est le conducteur? Est-ce que c'est l'éditeur du logiciel? Est-ce que c'est la voiture en cas d'accident? Est-ce qu'il y a des questions qui se posent? Enfin, là, je pose la question, je ne connais pas du tout le sujet, en fait. Mais quand une voiture est un peu robotisée, qui est responsable, en fait, en cas d'accident? Alors, cette question a été beaucoup traitée dans cette maison il y a maintenant 3-4 ans, lorsqu'on parlait beaucoup du véhicule connecté. Après, on en a un peu moins parlé. Maintenant, on en reparle encore un peu plus. Donc, on revient sur le sujet. Et je reviens sur ce que l'on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas en France, nous avons un système indemnitaire des victimes d'accidents qui est basé sur une loi qui s'appelle la loi Badinter et qui fait que l'indemnisation des victimes d'accidents, que ce soit des victimes corporelles ou matérielles, ne pose aucun problème, quand bien même serions-nous sur des véhicules totalement autonomes. C'est le véhicule impliqué dans un accident qui indemnise la victime. C'est pas le responsable, c'est celui qui est impliqué. Et par conséquent, l'implication du véhicule suffit à régler
le préjudice de n'importe quelle victime, que le véhicule soit autonome ou pas. Les problèmes de responsabilité n'interviennent pas au niveau de l'indemnisation des victimes. Par contre, là où ils peuvent intervenir, c'est sur la question des recours. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai indemnisé une victime, je peux effectivement, moi, assureur du véhicule, estimer que mon conducteur n'était pas responsable, mais que c'est plutôt tel logiciel ou tel élément du véhicule qui a été remis en cause. Mais encore une fois, ça ne touche pas à la question de l'indemnisation de la victime. Et pour cela, nous, ce que nous avons demandé, et avons obtenu d'ailleurs, puisque ça a été intégré dans la loi mobilité d'il y a maintenant 5 ou 6 ans, c'est que les assureurs aient accès automatiquement aux informations enregistrées qui permettent de savoir ce qui s'est passé juste avant de l'accident. Est-ce qu'effectivement le véhicule était en mode autonome? Est-ce qu'effectivement le véhicule avait demandé au conducteur de reprendre la main et celui-ci ne l'a pas repris, etc., etc. Donc ça, c'est aujourd'hui inscrit dans la loi. Mais encore une fois, ça ne règle pas le problème de l'indemnisation, qui lui est de toute façon réglé par la loi Badinter, mais on est bien sur le problème des recours éventuels que les assureurs pourraient faire auprès soit des fabricants, des équipementiers ou des constructeurs eux-mêmes. Et la réglementation aujourd'hui limite aussi le niveau d'autonomie des véhicules, puisque aujourd'hui on n'a que quelques modèles qui sont concernés par un niveau 3, donc on est encore loin de la voiture 100% autonome. Oui, concernant les 28% plus chers, donc hors de réparation sur les VE, hors optique et vitrage, quelles sont les raisons, les causes? Est-ce que c'est une question de main-d'œuvre? Qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est l'intervention sur les cellules? C'est la formation du personnel qualifié? Voilà, quel est le détail de ce surcoût? Petite précision, les 28% étaient justement sur les optiques. C'était spécifiquement sur les optiques. Voilà. Hors optique, on était plutôt sur le chiffre de 11 qu'a évoqué monsieur. Et d'ailleurs, je rejoins monsieur sur le fait qu'on n'est pas sur quelque chose de totalement comment dire, spectaculaire. La question, c'est que nous avons repéré un certain nombre de sujets dont on pense que si on y prend garde, ils pourraient dériver vers des surcoûts qui seraient alors beaucoup plus importants. Et c'est pour ça que nous préférons aujourd'hui alerter sur ces plans-là et essayer de prendre les initiatives nécessaires pour les contenir. Voilà. Maintenant, sur la batterie, peut-être que tu peux dire un mot sur quel est finalement le surcoût concret que l'on a dans les réparations et l'accès aux batteries. Sur la partie bris de glace, effectivement, c'est aussi que sur la vision bris de glace, quand on compare les véhicules électriques, on a des marques qui sont spécialisées aussi sur uniquement des véhicules électriques dans leur offre. Et on l'a vu sur ces marques-là, c'est qu'effectivement, il peut y avoir, par exemple, des notions de calibrage dynamique des systèmes d'aide à la conduite, donc qui entraînent aussi des surcoûts de main-d'œuvre pour recalibrer les systèmes d'aide à la conduite. Donc ça a un impact direct aussi sur cette partie de sinistre bris de glace, avec, comme l'a dit Stéphane aussi, au niveau des optiques de phare, des nouvelles technologies, des choses comme ça. Et après, sur la réparation de la batterie, effectivement, c'est de la technologie, c'est de la main-d'œuvre, c'est, comme l'a dit Xavier, c'est des compétences, des formations, c'est de l'outillage qui entraîne forcément tous ces surcoûts. Alors, s'il n'y a plus de questions. L'effort de formation dans la filière de la distribution, de la réparation, de la maintenance va être extrêmement important dans les prochaines années. Extrêmement important. Et le public cible, si je puis dire, il ne faut jamais oublier que les acteurs de la réparation, ce sont des petites entreprises. Il y a les grands groupes de distribution qui ont des tailles critiques et évidemment très importantes que nous représentons chez Mobiliance. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt de dizaines de milliers d'entreprises de moins de 10 salariés pour lesquelles le micro en tombe, pour lesquelles la problématique de la formation est réelle. Parce que envoyer en formation un compagnon, un ouvrier, ça prend du temps, ça a un coût, et c'est devenu évidemment un impératif pour toutes les raisons qu'on vous a expliquées ce matin. Sinon, le risque d'un décrochage technologique est réel.
Et donc là, c'est beaucoup plus radical que la question que me posait monsieur tout à l'heure. C'est-à-dire que l'entreprise n'est plus en capacité, sur le plan technique et technologique, pour adresser ses clients. Donc là, il y a un enjeu économique et humain qui est extrêmement important. On a mis, avec nos partenaires sociaux, environ 100 millions d'euros en termes d'investissement pour accompagner la formation professionnelle ces 3 dernières années. Et on va abonder nos budgets paritaires de l'ordre de 40 millions d'euros sur la prochaine période, avec un focus très clair sur les notions de réparabilité des batteries, justement, c'est évidemment central, mais aussi sur les technologies, l'accès aux données, tout ce qu'il y a en termes d'accréditation, qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure quand on voyait le slide avec les différents métiers en fait, qui sont impactés sur la chaîne de valeur une fois que la voiture est sur les routes et qu'elle peut poser problème. Donc c'est un effort vraiment très conséquent. Mais on est convaincu de la nécessité de le faire parce que c'est la formation qui va être le levier de cette transformation de la mobilité. Donc ça va nécessiter une mobilisation, encore une fois, de tous les acteurs, que ce soit les acteurs publics et les acteurs privés, à commencer par, en l'occurrence, les réparateurs, les distributeurs et les assureurs. Alors, cette fois, s'il n'y a pas d'autres questions, donc il ne nous reste qu'à remercier nos intervenants pour cette présentation, vous tous et vous toutes pour votre présence.